Salut et bienvenue sur École Très Facile. On se retrouve encore une fois de plus pour achever cet exercice entamé dans les deux vidéos précédentes. Alors nous rappelons, il s'agit toujours des applications de la loi de Newton à travers cet exercice que nous avons pris, le spectrographe de masse. Alors il était question pour nous de commenter ce schéma. Bien sûr, le but de ce dispositif étant de séparer deux ions à travers leur masse. On a abordé la situation à travers ce premier compartiment, abordé grâce à la première question dans une première vidéo. Nous avons également abordé cette partie, le passage de A à A' dans la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, il est question pour nous d'acheminer ensuite de A' jusqu'à la plaque photo. Alors sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Alors, à cette dernière question, il nous est dit, ces ions parviennent en A', bien sûr les ions de départ qu'on voulait différencier, quittent de S, passent en A et parviennent à A'. Dans une capsule où règne un champ magnétique B', voici notre capsule, et où règne maintenant un champ magnétique B' qui est entrant, perpendiculaire au plan du tableau, ça va de soi, qui leur impose une trajectoire circulaire, voilà la figure. Et c'est très clair, lorsque on a un champ magnétique, lorsqu'on a des particules chargées qui se déplacent avec une vitesse dans un champ magnétique, ces particules sont déviées selon une trajectoire circulaire, une trajectoire circulaire de rayon R, telle qu'on voit là. Et on voit bien là que ces ions, ces deux masses émises dès le départ sans vitesse initiale, accélérées ici, contrôlées ici, vont arriver également là à cause de ce champ magnétique qui a pour but de leur dévier suivant une trajectoire circulaire. Ils auront une trajectoire circulaire et vont venir finalement buter à la fin de mon processus qui est au niveau de la plaque photo. Donc cette plaque aura pour but de recueillir ces électrons émis là et déplacer jusque là. Ainsi, sans plus tarder, à la première question, on nous demande d'établir l'expression de R, c'est-à-dire le rayon, en fonction de la masse, de la charge, de la vitesse V0, on l'a abordé dans la vidéo précédente, et du champ magnétique B' qui permet cette déviation, puis en fonction de M, Q, E, B et B'. Ainsi, sans plus tarder, commençons. Là, on se rend compte que les particules arrivent là avec une vitesse VA'. Et bien sûr, entre là et là, on avait vu, il y avait deux forces, mais cette force se compensait. Donc, la vitesse acquise en A, qu'on a appelé V0, et encore la vitesse que les particules auront en A'. Donc, entre là et là, il n'y a aucune accélération. Le mouvement est uniforme et la vitesse est maintenue. Maintenant, venons à partir de là. On se rend compte que quoi? Par application du TCI, le théorème du centre d'inertie, on a somme des forces extérieures égale à MA. Comme force extérieure, on n'a qu'une seule force, la force de Lorentz, parce que rappelons, lorsqu'on a les charges qui se déplacent avec une vitesse, l'ensemble dans un champ magnétique, il se crée une force électromagnétique dite de Lorentz. Donc cette force électromagnétique, elle est seule, il n'y a pas une force électrique pour égaliser, ce n'est que cette seule force égale à MA. M de manière générale et A c'est l'accélération. Bien sûr, puisqu'il ne s'agit que d'un seul vecteur, on peut se débarrasser des vecteurs et rester avec les valeurs. F égale à MA. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, parlons de cette force. Cette force F, cette force de Lorentz qui se crée, c'est valeur absolue de Q fois V, bien sûr, cette vitesse qui a été là, qui a été maintenue jusque-là, ça ne change pas, qui est VA', qu'on a appelé VO, fois B'. Pas ce B. Non, mais B' parce que c'est ce B qui permet la déviation-ci. C'est ce B-ci qu'on appelle B' qui permet la création de cette force F-ci. Faisons très attention. Et enfin, A, puisqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire et une trajectoire même circulaire uniforme, l'accélération est encore l'accélération normale qui correspond à la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc ça veut dire qu'ici, le plus dur est de savoir d'abord qu'il y a une force qui se crée, cette force qui permet la déviation, et il s'agit de la force de Lorentz à cause de la charge, de la vitesse et du champ qui se superposent. Ensuite, cette force va créer une accélération comment? Une accélération normale parce que la trajectoire est circulaire. Dans tout mouvement où la trajectoire sera circulaire, encore moins circulaire uniforme, il y a une accélération. Ça va de soi et cette accélération est l'accélération normale. Si la vitesse est constante, bien sûr. Donc, l'accélération normale par définition, c'est V carré sur R. Ensuite, sans plus tarder, on se rend compte qu'on a F qui est valeur absolue de Q fois V
V0, on l'a appelé V0, fois B' égale à V0 carré sur R. Bien sûr, c'est R qui nous est demandé de calculer. Ah, n'oublions pas, bien sûr, là, ça c'est l'accélération normale. Il y a d'abord la masse. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça fait MEA, l'accélération normale qui est V0 carré sur R. Et à partir de là, on pourra tirer le rayon, puisque c'est le rayon qu'on nous demande de tirer, qui serait M V0 sur valeur absolue de Q fois B', bien sûr. D'une part, voilà R en fonction de M, Q, valeur absolue de Q, on peut enlever la valeur absolue, mais laissons V0 et B'. Et bien sûr, on lui demande d'écrire toujours ce R, mais cette fois en fonction de M, Q, E, B et B'. Or, nous rappelons, nous l'avons vu, V0 égale à E sur B, donc finalement on aurait cette autre expression, cette autre façon d'écrire, M, E sur valeur absolue de Q fois B fois B'. Voilà l'autre expression de R. Donc ainsi, voilà l'expression du rayon de Courbure, du rayon de la trajectoire circulaire des particules. Et là, on se rend compte que quoi? Que ces deux particules qu'on voulait différencier dès le départ, quittent en S, arrivent ensemble en A. Quitte en A, on s'arrange à ce qu'ils arrivent ensemble en A'. Parce que là, il y avait un critère de différenciation. On peut juste les différencier, mais on ne peut pas les séparer. Voilà la nuance. Ici, on peut les différencier parce qu'ils n'ont pas la même vitesse. Ici, on peut les différencier parce que les deux ne vont pas arriver ici. Mais on ne peut pas les séparer. Parce que les deux vont passer avec, peut-être vont arriver au même temps, mais avec des informations différentes. Maintenant, intéressons-nous au rayon de courbure. On se rend compte que le rayon de courbure dépend de la masse de chaque élément. Or, les deux sont soumis à un même champ électrique, les deux sont soumis à un même champ magnétique B, à un même champ magnétique B', il s'agit de la même charge. Donc, ce qui sera différent, c'est leur masse. Donc, ça veut dire que les deux particules n'auront pas le même rayon de courbure. Donc, puisqu'ils n'auront pas le même rayon de courbure, on va se rendre compte qu'une espèce va venir buter là, une autre espèce peut-être va venir buter là. Voilà donc en quoi consiste la séparation. Donc là, il y a distinction avec séparation, mais là, il y avait tout simplement distinction, mais il n'y avait aucune possibilité de séparation. Donc, parce qu'ils ont des rayons différents, on sait déjà qu'ils vont venir buter, mais pas au même endroit. Il y a un rayon qui sera plus grand et un rayon qui sera plus petit. Donc, si on veut s'intéresser, R1, le rayon de la première particule, ça sera M1, ce n'est que la masse qui change. Là, on aurait valeur absolue de Q, B'. Et R2 à son tour serait M2, E, valeur absolue de Q, B et B'. Là, c'est une multiplication. Voilà. Bien sûr, je rappelle, les deux ont la même charge. Bien sûr, les deux particules, valeur absolue de Q. Là, il s'agit, puisque les deux ont la même charge, donc on aura la 2E. Il s'agit là de la même charge, ça va de soi. Donc là, on se rend compte que, là, il faut bien suivre, on se rend compte que les rayons de courbure ne sont pas identiques. Et maintenant, on peut s'intéresser à voir la différenciation en soi. Maintenant, on peut s'intéresser à voir l'écart entre leurs points d'impact. L'écart entre leurs points d'impact. On se rend compte que quoi que, ils n'auront pas le même point d'impact. Supposons que le point d'impact du premier, c'est I1. Le point d'impact du deuxième, c'est I2. On veut donc cet écart. Cet écart-ci, on se rend compte que celui-ci qui va venir buter là aura un diamètre, pas le rayon, le diamètre, parce qu'ils donnent le même point, mais ils n'ont pas le même point final. C'est pour ça qu'il faut aller en diamètre. Celui-ci a son diamètre et celui-ci a son diamètre. Donc, on peut encore s'intéresser, ça peut faire l'objet du deuxième volet de la question. On dit, par exemple, 3,2, on demande l'écart de leur impact. Bien sûr, l'écart de leur impact qu'on peut appeler D. L'écart de leur impact D, qui est quoi? Leur différence sur le diamètre. Le diamètre le plus grand moins le diamètre le plus petit. On met la valeur absolue au cas où on ne connaîtrait pas. Donc, ça sera le diamètre le plus grand de R1, qui est 2 fois le rayon, moins le diamètre le plus petit. Voilà. Donc, c'est valeur absolue de 2R1 moins 2R2. Et bien sûr, R1 est fonction de la masse.
Maintenant, ici, le plus important encore est de savoir quelle est donc la valeur de la masse du premier espèce et la masse du second espèce. Bien sûr, il y a une différence de masse parce qu'il y a une différence d'éléments dans le noyau. On a vu que le premier élément, rappelons, c'était 200. L'autre élément, c'était 202 plus. Donc l'élément-ci, sa masse que je vais appeler M1 sera quoi? Sera 200, puisque dans le noyau, il y a 200 éléments. Donc sa masse, c'est 200 fois la masse d'un élément qu'on appelle U, qui correspond encore à la masse du proton, qui est presque la même chose que la masse du neutron. Tandis que celui-ci, sa masse M2, ça sera 202 petit u. Bien sûr, avec petit u, on connaît sa correspondance. Et avec les données de l'exercice, on pourra trouver l'écart entre les deux espèces. Donc, en grand récapitulatif, on dira ceci. Les deux espèces à différencier sont émises là, en S. On ne s'intéresse pas à comment, mais c'est en vitesse initiale. Entre S et P ou entre S et A, il y a une différence de potentiel. Cette différence de potentiel aura pour but d'accélérer ces ions, ces espèces chargées, il le faut, pour les permettre de quitter de S à A. Donc les deux espèces arrivent en A, mais malheureusement avec des vitesses différentes, mais les deux ont quand même une vitesse. Ici maintenant, il y a deux forces simultanées qui se créent, une à gauche et une à droite. Et pour que de A est tombé à A', il faudrait qu'ici, ils aient une vitesse particulière qu'on appelait V0. Bon, pour la suite de l'exercice, on s'arrange à ce que les deux particules quittent vraiment de A à A'. Donc, à chaque fois, on s'arrange à ce que quoi? La première et la deuxième espèce, ils n'ont pas de problème. Les deux arrivent là. Mais c'était juste pour voir que ça peut être un critère de différenciation. Mais jusque là, on ne peut pas encore les séparer parce qu'on connaît ceux qui sont différents, mais on ne peut pas les récupérer à des endroits différents. Ils arrivent maintenant encore en A'. Les deux espèces vont arriver en A' avec la même vitesse acquise en A, parce que dans cet espace-là, il n'y a pas eu d'accélération. Il y a eu un champ électrique, mais ce champ électrique n'était pas pour but de leur accélérer, mais d'essayer de leur dévier. Mais heureusement, il y a eu une contre-force qui va empêcher la déviation que celui-ci aurait voulu causer. Là, maintenant, les deux espèces arrivent en A' avec une même vitesse V0. Parce que pour quitter de là et là, il faudrait que les deux espèces aient une même vitesse. Là, maintenant, ils ont une même vitesse V0. Donc, on ne va plus dire la vitesse de la première particule, la vitesse de la deuxième particule. Les deux ont une même vitesse. Mais sauf que, ils sont venus avec une même vitesse, c'est beau, mais ils n'auront pas un même rayon de courbure. Ils auront, ces espèces, autant pour moi, elles auront une même trajectoire circulaire, mais le rayon de leur trajectoire ne sera pas la même chose à cause de la masse, parce que le rayon dépend de la masse. Donc, la première espèce qui a sa masse aura son rayon, va venir buter quelque part, partir d'un même point. La deuxième espèce, à cause de sa masse qui est différente de la première, aura un rayon qui sera différent du rayon de la première espèce, va donc venir buter à un endroit différent, peut-être plus éloigné, plus rapproché, mais toujours que ça ne sera pas au même endroit. C'est cette donc différence d'impact qui va nous permettre de savoir que ceux qui vont venir buter ici, ça sera peut-être telle espèce, et ceux qui vont venir buter ici, ça sera peut-être telle espèce. Et là, on se rend compte de quoi? Que le rayon dépend de la masse. Si la masse est grande, le rayon sera grand. Donc, celui qui sera plus éloigné sera l'élément qui aura une plus grande masse. Donc, l'élément dont le nombre de masses sera plus grand. Donc, on sait que parmi les deux espèces, celui qui est 202 va venir buter là, celui qui est 200 va venir buter là. Donc, la séparation même se fait à la fin au niveau de la plaque photo. Et la plaque photo, comme l'indique son nom photo, donc c'est-à-dire lors de l'impact, ça va laisser une tache. L'impact de celui, ça va laisser une tache. Et l'écart maintenant sur l'impact, on peut calculer. Il suffit de faire quoi? La valeur absolue, parce qu'on ne connaît pas quel est le plus grand de leur diamètre. Or, le diamètre est 2 fois le rayon. Bien sûr, la masse d'un élément, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments dans le noyau fois la masse de l'élément du noyau. Puisqu'on considère que dans le noyau, tous les éléments ont une même masse. Neutrons et protons, presque la même chose. 1,67 fois 10 puissance au moins 27 kg. C'est ça qui est encore U. Donc, M1 est 200U, M2 est 202U. Cette différence de masse, bien que vous voyez qu'elle est petite, mais aura un grand impact au niveau de la différenciation des rayons. Voilà donc ce qu'est la NES pour le spectrographe de masse. On se rend bien compte que c'est un dispositif vraiment intéressant qui nous permet de différencier deux ions, de séparer deux ions de deux isotopes d'un même élément. C'était tout pour cette vidéo. Voilà, ainsi nous avons achevé cet exercice. Au bout de 3 vidéos jusqu'ici, nous avons eu le temps d'aborder chaque compartiment de ce dispositif et nous espérons que les explications ont été bien fluides.
Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, recommander comme toujours. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique, vous savez quoi faire. Laissez votre numéro en commentaire ou alors allez dans la description de la vidéo et vous y verrez un lien d'intégration pour une intégration directe. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. On continuera dans la même lancée. Toujours dans les applications des lois de Newton, on peut se rendre compte qu'on peut faire tellement de choses magnifiques avec. Mais cette fois, à travers un nouvel exercice dans une nouvelle vidéo, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera au cyclotron. Toujours en appliquant les lois de Newton. Ainsi, à très bientôt pour la prochaine vidéo.